Tout d'abord, bienvenue sur ce premier live Twitch. Petit exercice de style ce soir pour moi, c'est le premier. Il est 20 h, je suis en concurrence avec Emmanuel Macron ce soir, qui parle au français à 20 h. Il aura plus de monde que moi et moi j'espère que ça sera plus intéressant que lui. Du coup, c'est le premier live de ces Jedi du mental. On se retrouvera sans doute tous les premiers jeudis du mois, sauf peut-être au mois de janvier, ça sera un peu tôt. Et puis l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc assez interactif. C'est pour ça que je suis déçu qu'il n'y ait pas de pas voir moi le chat ce soir, pour que ça soit le plus interactif possible. Mais l'idée, c'est vraiment que moi, je partage un sujet, je parle autour d'un sujet, et puis je réponde à vos questions, quoi. C'est vraiment ça, moi. L'intention de ce soir, c'est vous partager des domaines, vous partager des outils, répondre à vos questions, et puis que vous puissiez repartir, en fait, chacun avec quelque chose d'un peu précis ou une question, quelque chose que vous voulez voir précisé sur les modèles, les outils ou la dimension un peu plus macro, globale de la performance. Pour ce soir, j'ai choisi un titre que j'ai emprunté à quelqu'un, mais vous verrez tout le sens de pourquoi j'ai choisi ce titre-là. De la performance à l'excellence. C'est le titre français d'un super bouquin écrit dans les années 90, j'ai pas l'année exacte, de Jim Collins, américain, Good to Great, traduit en français de la performance à l'excellence, quoi. Et vous verrez pourquoi ce soir j'ai emprunté ce titre-là, pour ceux qui connaissent. Du coup, l'idée, c'est de partager un petit peu mon modèle, puisque c'est moi qui l'ai créé, ce modèle, de vous dire d'où et comment je l'ai créé, d'où ça vient, quelles sont les références, et puis de voir comment vous pouvez l'appliquer, vous, à votre performance, quoi. L'idée et l'exercice pour moi ce soir, c'est d'essayer de peut-être de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut faire pour appliquer un modèle théorique à sa propre performance. Euh, voilà, c'est ça l'intérêt de ce soir. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions au fil de l'eau. Attendez pas que ça soit très linéaire, parce que si je le fais de façon très linéaire, ça va être assez bref. Le but ce soir, c'est de passer du temps à répondre aux questions, à discuter peut-être, à ce que je vous donne des éléments sur des questionnements que vous avez ou par rapport aux références que je mets en avant. Ce que ça vous évoque, ce qu'il y a de différent, ce que vous en comprenez. Voilà, vraiment l'idée, c'est d'essayer d'être le plus interactif possible. Et donc on est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que le pack performance? Le pack performance, c'est d'abord une méthode. Donc, une méthode qui va servir à expliquer des choses qui se passent dans la performance. Et un des trois domaines essentiels de la performance, ce modèle que vous allez découvrir au fur et à mesure de la présentation, la première dimension dont on va parler ce soir, c'est celle de la passion. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la passion? Quand on parle de passion, en quoi c'est fondamental de notre performance? Trois éléments que j'évoque, moi, dans la passion et qui me servent d'analyse. Ça va être la dimension de vos valeurs et de vos croyances. C'est un sujet dont on parle beaucoup en prépa mentale. Les valeurs et les croyances, c'est un socle fondateur. C'est des choses qu'on ne voit pas, sur lesquelles si on ne développe pas de la connaissance ou conscience de soi, en fait, on va laisser agir ces choses-là un peu comme des lames de fond. Voilà, euh, j'aime bien comparer les valeurs un peu à des lames de fond. On prend souvent dans le mental, on voit souvent ces images de l'iceberg, la partie émergée, la partie immergée. Cette image de l'iceberg, si on va un peu plus loin sur les valeurs, c'est de se dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est qui déplace un iceberg dans la mer? Et finalement, ce qui déplace un iceberg, euh, c'est euh, c'est les lames de fond, c'est les courants. Et c'est ça, nos valeurs, nos croyances, c'est qu'est-ce qui nous fait agir un peu dans la vie. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important et d'essentiel, quoi, quand on travaille autour, par exemple, notamment de l'estime de soi. Euh,
voilà, mais aussi des croyances limitantes dont on parle souvent en prépa mentale, des croyances positives et dynamisantes. Comment est-ce que voilà, on annihile certaines croyances limitantes, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on modèle des croyances positives et dynamisantes dans notre façon d'agir. Donc voilà, qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous plaît? Tiens, le troisième point, c'est le plaisir, je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais la dimension du plaisir, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on est trop focus sur que la performance, que le résultat. Et donc, c'est important, c'est un moteur essentiel. C'est un moteur essentiel dans la performance. Comment est-ce que je prends du plaisir à agir? Comment est-ce que comment est-ce que je prends du plaisir à rechercher de la performance tout en essayant de maintenir un équilibre dans toutes les sphères de ma vie, le pro, le perso, voilà, le sportif, peu importe. Et ça, c'est un moteur très très important, prendre du plaisir. Bon, je vais un peu vite, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions sur chacun de ces points, ils vont se détailler petit à petit. Troisième point, l'élan vital, c'est une expression que j'ai pris à Charles Pépin, qui parle de ça, j'aime beaucoup, le philosophe français, les vertus de l'échec, notamment dans ses bouquins, où il parle de ce concept, de cette nécessité pour entretenir de la performance, de se poser la question de qu'est-ce qui est le moteur pour moi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie le matin quand j'agis, quand je sors du lit, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est ça qui nous donne de l'énergie d'agir, c'est cette question de l'élan vital, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, comment j'ai envie de le faire. Et donc, c'est ce qui va nous donner de l'énergie d'agir. Et on va voir en quoi c'est fondamental aussi, ou limitant d'ailleurs dans notre performance. Ça va dépendre tout à l'heure, vous verrez de quel côté on va regarder la performance. Deuxième élément, deuxième sphère importante de la performance, c'est la dimension de l'ambition. Et ici, 3 points, hein, à chaque fois dans ces 3 domaines dont je parle souvent. D'ailleurs, s'il y a des gens qui suivent et qui me connaissent déjà, vous connaissez mon modèle, donc n'hésitez pas à poser des questions sur comment vous pouvez l'appliquer, comment est-ce qu'on pourrait spécifier des choses, pour ceux qui connaissent déjà. Donc les 3 dimensions de cette sphère de l'ambition, ça va être le premier point essentiel, c'est les stratégies d'objectifs. En prépa mentale, on parle souvent des objectifs, et c'est fondamental. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur les questions de la motivation et de comment je choisis les objectifs que je décide d'atteindre. Les 3 P, c'est la planification, la périodisation, la programmation de l'entraînement ou de la performance, de ce que j'ai à faire. Je ne suis pas forcément... Ça, c'est pas un modèle qui s'applique qu'aux athlètes. Ce matin, j'avais un rendez-vous avec une chef d'entreprise et c'est comment est-ce que je vais structurer mon développement, et ça passe par, là aussi, des objectifs à moyen terme, long terme, et donc du coup de la planification, de la périodisation, quoi. Quels sont les moments de l'année. Pour elle, c'était la question de la production, par exemple, ou voilà, les périodes de fête, comment est-ce qu'on va gérer ça. Bon. Voilà. Et la programmation, c'est comment, à l'intérieur de ces périodes, je vais m'organiser très clairement pour performer. Troisième point, c'est la persévérance, la patience. Là, on va parler de qualité, de vertus qui vont nourrir notre capacité à mener nos projets à bon terme. Donc ça, c'est un point aussi essentiel de cette sphère de l'ambition. Bon, je vais un peu vite et puis je vous laisserai poser les questions pour clarifier si jamais il y a besoin, mais que ça ne soit pas trop long cette présentation. Troisième dimension de ce pack performance, la conviction. Là, c'est essentiel. La conviction, ce sont les principes d'action au quotidien. J'ai décidé de
produire de la performance dans un domaine, du coup, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement qui me sert à atteindre cet objectif que je me suis fixé, quoi. C'est vraiment, voilà, quelles sont les actions très concrètes au quotidien qu'on mène dans le seul but d'atteindre notre objectif. Dans les principes d'action au quotidien, par exemple, aussi les vacances, la récupération, la régénération, ça va être des choses choisies et qui vont nourrir notre performance. Donc ça fait partie aussi de la performance, la récupération, la régénération. Donc si je m'entraîne 2 fois ou 3 fois par jour, si je suis athlète par exemple, il va y avoir une grande place accordée à la récupération, à la régénération. Voilà, donc c'est aussi l'ensemble de toutes les actions qu'il peut y avoir. Ça peut être pour un entrepreneur la question du sommeil, de l'alimentation, du sport. Voilà, tout ce qui va contribuer, toutes les petites actions qui vont contribuer à ma performance globale. Deuxième point de cette conviction, la sphère de la résilience. Donc là, on est un peu plus précis sur gestion des erreurs, des échecs et des blessures. Donc cette question de comment est-ce que je fais face voilà, à ces erreurs. Donc dans les erreurs, plusieurs graduations, l'erreur légère, l'erreur un peu plus lourde, que je vais savoir traiter, pas... Dans les erreurs, il y a la dimension des émotions. Peut-être que je fais une erreur qui n'a pas d'impact émotionnel, je peux faire des erreurs qui vont avoir un impact émotionnel, je vais savoir le gérer ou pas, et puis si je ne sais pas gérer, ça va peut-être amener une erreur fatale, voilà, fatale dans le sens arrêt de l'activité, hein. Bien sûr, quand on fait du sport, par exemple, il n'y a jamais rien qui est vital, donc il faut aussi savoir prendre du recul là-dessus pour gérer ses erreurs. Mais bon, voilà. Et puis les échecs, voilà, je perds mon match, c'est un échec, c'est ok, et en quoi ça va nourrir peut-être ma capacité à continuer à travailler, ou peut-être est-ce que ça va me plomber ou pas. Voilà. Ça, c'est des questions importantes. Les blessures aussi, donc là, c'est des points très très importants. C'est des moments spécifiques aussi de la performance, notamment dans les sports co, par exemple, parce que quelque chose qu'on parle pas souvent, mais c'est le fait d'être coupé du groupe, de se sentir à l'écart, de pouvoir penser que j'avance plus alors que les autres continuent d'avancer, enfin des choses comme ça qui peuvent être importantes. Voilà, le Horis me dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent bonsoir. Donc, je dis bonsoir à tous ceux qui me saluent. Je salue tout le monde. Dernier point de cette conviction, gagner versus réussir. Qu'est-ce que c'est gagner? Qu'est-ce que c'est réussir? Donc là, c'est la question de la relation au temps. Je vais un peu vite pour expliquer ça, mais bon, je me suis fixé un objectif, je prépare un examen. Le jour de l'examen, alors je n'aurai peut-être pas le résultat de suite, hein, mais je vais savoir si j'ai réussi ou si j'ai réussi dans le sens si j'ai eu mon examen, si j'ai gagné ou pas. C'est le jour du match, quoi. Est-ce que je gagne ou est-ce que je perds le match? Il y a certains sports où des fois il y a des matchs nuls aussi. Mais c'est la question du jour J, du moment, du jour où j'ai produit la performance. Alors que réussir, ça va être un peu plus long dans le temps, ça va être la dimension peut-être de la planification, c'est-à-dire qu'on peut réussir une saison sans forcément avoir gagné tous ces matchs. Voilà. Et donc, c'est la relation, notamment là, au projet à un peu plus long terme, à la capacité à prendre du recul, à mesurer ses progrès sur une période un peu plus grande. Donc là, c'est des choses qui doivent être faites aussi, qui sont importantes. Je travaille beaucoup, moi, sur la qualité des débriefings. C'est des choses qui m'intéressent. Et débriefer quand on a perdu, débriefer quand on a gagné. C'est pas si facile que ça. Et là aussi, il y a des process très précis. Voilà, je travaille par exemple autour du ce qu'on appelle le double loop learning. C'est une méthodologie, mais voilà, une façon de faire des débriefs pour savoir comment j'ai vécu un événement, en quoi il a créé une expérience singulière pour moi et en quoi j'en tire des choses pour changer ou pas ma façon de conduire mon projet. Voilà, je finis la présentation et puis j'essaie de répondre
aux questions qui me sont transmises. Alors, je ne les ai pas en direct parce que pour ceux qui nous rejoignent, s'il y en a qui nous rejoignent, j'ai pas le chat ce soir pour cette première, malheureusement, mais je vais essayer euh, pardon, de répondre à tout le monde. Alors, pardon. Vous voyez ici, ici ce fameux pack performance. Je suis désolé. J'ai un chat dans la gorge, pas au bon moment. Vous voyez ici les différentes dimensions. Et bien entendu, notre stratégie, ça va être d'essayer de maintenir, de créer ou de maintenir un équilibre dans la performance pour qu'elle soit durable. Qu'elle soit durable, pour moi, ça veut dire qu'elle soit écologique, la performance, qu'elle soit durable dans le temps. Je peux des fois modifier ma façon de faire les choses, voire aller un peu à l'encontre de certains équilibres, mais pour obtenir une performance de haut niveau à l'instant T, sur un temps précis. Mais des fois, je me mets dans des contextes qui ne sont pas durables dans le temps, que je ne vais pas pouvoir maintenir, de par la débauche d'énergie, ou la fatigue, ou d'autres raisons. Et donc, voilà, ce qui va nous intéresser, nous, c'est au travers de ces 3 éléments que je vous ai présentés, de trouver... bah dis donc, je suis désolé. De trouver ce qui va nous permettre de maintenir cet équilibre. Donc, vous voyez que ces 3 sphères, c'est des choses qui sont regroupées, croisées, et du coup, peut-être qu'à des moments, on va avoir tendance à avoir une sphère qui va dominer l'autre, une qui est complètement absente dans ma performance, en fonction des qualités, de la singularité de chacun, des défauts, des manques, des problématiques auxquelles on fait face. Et donc du coup, en fait, ce qui va nous intéresser, ce sont les différentes zones de manque ici. Et je vais faire un focus maintenant sur, puisque vous avez vu là les 3, comment ça s'imbrique, sur comment j'ai créé ce modèle-là. En fait, ce pack performance, il vient de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du titre de la performance à l'excellence. Jim Collins, ce livre, lui parle de la simplicité au cœur des 3 cercles. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer un modèle simple, accessible, à partir de ces 3 cercles. La deuxième idée qui m'a permis de créer ce modèle-là, c'est passion, ambition, conviction. Ces 3 mots qui m'ont été donnés par Olivier Crumbles, qui était l'entraîneur de l'équipe de France féminine de handball. Pour lui, ce sont 3 drivers importants de la performance. Et donc, du coup, il va chercher, regarder les équilibres dans son équipe, de ses joueuses, à travers ces 3 drivers-là. Et enfin, les zones de manque. Ici, ces zones de manque, alors je ne sais pas si vous connaissez une philosophie japonaise qui s'appelle l'ikigai, et c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire de trouver un équilibre de ce qu'on va faire dans la vie. Mais moi, dans l'ikigai, vous pourrez regarder plus précisément ce que c'est, je ne vais pas détailler ce soir, mais ce que je trouve qui est très important, ce sont ces zones, en fait, de fragilité. C'est-à-dire, c'est des zones dans lesquelles, en fait, il va peut-être y avoir une des dimensions de ma performance sur lesquelles je suis un peu moins avancé, des choses sur lesquelles je vais être peut-être à un moment de ma vie un peu plus fragile, voilà, je vais avoir besoin de renforcer, quoi. On a tous des qualités, on a tous des défauts, des besoins, des choses à travailler pour maintenir cette performance. En tout cas, déjà essayer de la créer, et puis après, essayer de comprendre tous ces équilibres pour que je puisse en faire une performance durable. C'est ce que je fais aussi, je parle souvent de la différence entre un champion et un sportif de haut niveau. Pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui va maintenir une performance de haut niveau dans le temps. Si on prend Djokovic, Nadal, Federer, tous les 3 ont été des champions parce qu'ils ont dominé leur sport pendant longtemps, pendant 10 ans. Ils ont été présents au plus haut niveau. Et donc là, on peut parler d'eux comme étant des champions. Ils ont choisi tous les... Si je fais un petit focus là-dessus sur les stratégies d'objectifs, ils ont tous les 3 choisi des stratégies très différentes, des objectifs différents. On a travaillé peut-être plus sur le physique, l'autre sur la technique, l'autre a plus réfléchi, intégré des outils de prépa mentale, réfléchi son sport. Qu'est-ce que c'est qui allait me permettre d'être
d'être efficace. Donc voilà. Ils ont tous les trois choisi des objectifs différents. Pourtant, ils sont tous les trois arrivés à une performance de très haut niveau et ce sont des champions parce qu'ils ont maintenu ça pendant très longtemps. Voilà. Je regarde un petit peu les questions avant de passer à l'explicitation de ces zones de manque. Justement, alors, on me pose une question. Le plaisir ne s'efface-t-il pas progressivement quand les enjeux prennent le dessus? Sport de haut niveau, poker, stakes, etc. Bien sûr que alors l'enjeu c'est intéressant, ça pourrait être le sujet d'un prochain live, mais l'enjeu qui nous fait nous écarter de la performance, c'est l'enjeu en un seul mot, ENJEU. Et pour être plus équilibré face aux différents enjeux, et ressentir moins de pression, en fait, il faut développer l'enjeu, le ENJEU. C'est la singularité de chacun, comprendre comment moi je fonctionne, pourquoi je fais de la compétition, pourquoi je cherche à être le meilleur, pourquoi je cherche à développer ma société, pourquoi je cherche voilà, c'est mieux comprendre quelles sont mes valeurs, mes croyances, qu'on disait tout à l'heure ici. Du coup, pourquoi est-ce que je me fixe des objectifs dans ce domaine-là, dans cette sphère-là, et qu'est-ce que j'en fais au quotidien? Et si tout ça c'est clair, en fait, je vais percevoir finalement l'enjeu de la situation d'une façon relativisée. Je vais mieux maîtriser ce pourquoi je décide de faire face à une situation. Donc, justement, on va voir tout à l'heure dans les zones de manque par rapport à cette question, comment est-ce que le plaisir peut s'effacer. Pour certains, ça va être face à l'enjeu, mais pour certains autres, ils vont ne trouver du plaisir que dans la compétition. Justement, que quand l'enjeu est fort. Et c'est là qu'ils vont prendre le plus de plaisir. Donc ça, c'est vraiment la question de la singularité de chacun, de ce pourquoi je m'engage dans telle ou telle activité. Et par exemple, puisque moi je suis préparateur mentaux des équipes de France, certaines équipes de France au sein de la Fédé française d'équitation, dans l'équitation, c'est un bon exemple. Il y a des gens qui font de la compétition, hein, et puis il y a des gens qui aiment les chevaux, qui font du sport à cheval ou qui font des balades, voilà, qui aiment les chevaux, mais qui ont décidé de ne pas faire de compétition, quoi. Donc ça, c'est la question de chacun, quoi. Quelque chose peut me plaire, je peux avoir une passion et décider de ne pas forcément me confronter à la dimension compétition, quoi. Pour autant, je peux me développer d'autres objectifs. Et peut-être que là, effectivement, le plaisir sera plus durable s'il est plus connecté à qui je suis profondément. Mais bon, comme je le dis, d'autres se nourrissent que de ça, hein, de la compétition. J'ai une autre question sur ce que je disais ici, les principes d'action au quotidien. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui nourrit ma mission? Principe d'action au quotidien égale application d'une routine définitive? Non, justement, une bonne routine, c'est une routine qui n'est pas définitive. Hein, elle doit être adaptable. Une routine, elle peut changer dans le temps aussi parce qu'on évolue, nos plaisirs, justement, notre intérêt change. Et c'est OK ça. Donc justement, une bonne routine, elle est singulière, c'est que la mienne. Mais elle est flexible aussi. Voilà, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui, admettons, je dis une bêtise, hein, mais dans une routine d'avant-match, j'ai pris l'habitude de faire, je sais pas, une méditation guidée avec mon téléphone. Et puis, le jour où j'arrive à mon match, j'ai tombé mon téléphone, et puis j'ai plus de téléphone, et du coup, je peux pas faire ma méditation guidée. Bah, du coup, on pourrait se poser la question de la qualité de cette routine, de faire une méditation guidée avec son téléphone, par exemple, ou peu importe, hein, pas forcément une méditation, mais parce que du coup, ça ne me rend pas autonome. Je suis dépendant d'un outil, et du coup, si j'ai pas cet outil-là, je vais penser que je ne vais pas pouvoir être performant ce jour-là. Donc là, on peut se poser la question de l'utilité de la routine. Alors, on appelle routine souvent ce que moi j'appelle des rituels, hein, c'est une routine acquise de façon consciente. Qu'est-ce que je mets dans ma préparation, par exemple d'avant-match, d'avant-réunion, voilà. Qu'est-ce que je décide de faire, pourquoi je le fais, en quoi ça nourrit ma mission. Donc attention à ça sur les routines. Définitive, j'aime pas trop le mot. Il faut qu'elle soit claire le jour où je passe à l'action, ça c'est sûr.
Mais il faut aussi qu'elle soit adaptable. Il faut aussi qu'elle soit potentiellement dans le temps, que je puisse la changer. Il faut être OK avec le fait de changer de routine, parce que c'est ça, c'est ça qui va maintenir le plaisir. Des fois, on va sinon un peu s'estomper le plaisir. Euh, ok, bon, apparemment il y a des gens qui se sont connectés un peu tard, qui n'ont pas vu le début du live. Ben là, je reprends un peu des points, hein. J'ai présenté ce pack performance avec ses différentes dimensions, une par une. Vous aurez sans doute le live est enregistré, donc du coup, vous pourrez sans doute retrouver plus tard. Je diffuserai les parties qui vous ont manqué du tout début. N'hésitez pas à poser des questions euh, sur ce que je viens d'expliciter. Je vais maintenant, et puis ça sera un petit peu la fin de ma causerie, vous parler de ces fameuses zones de manque. Alors, ça c'est important de comprendre parce que, ok, ce modèle que j'ai créé, c'est un peu une méthode pour moi de travail, mais aussi ça peut être une grille de lecture. Je fais une petite dédicace à Hervé, s'il nous regarde. On se posait la question de la différence entre une méthode et une grille de lecture. Et finalement, c'est un peu les deux. Euh, une méthode, ça serait quelque chose qui sert à expliquer des phénomènes complexes. Et finalement, le mental chez l'humain, c'est quand même quelque chose de complexe. Alors que la grille de lecture, c'est quelque chose c'est un outil d'analyse. Et finalement, cette méthode, je l'ai créée parce qu'elle me permet d'expliciter des choses complexes. Mais d'un autre côté, moi, en coaching, avec un client, je vais m'en servir de grille d'analyse. C'est-à-dire que je vais voir où est-ce qu'il va y avoir une zone d'ombre, on pourrait parler ça, alors que nous, on cherche à créer cette part de lumière et du côté vertueux de la force. Je vais peut-être prendre des exemples, ça sera le plus facile. Alors, c'est vrai que je me dis tout le temps qu'il faut que je change, mais je prends toujours cet exemple du tennis. Euh, Admettons, je suis passionné de tennis. C'est vraiment depuis longtemps, voilà, ma passion. Et puis, mon ambition, l'objectif que je me fixe, ça serait de gagner Roland Garros. Parce que c'est mon Masters préféré, mon tournoi préféré. Peut-être parce que je suis français, enfin peu importe. Il peut y avoir plein de raisons qui font que voilà. Et donc, comme je suis passionné de tennis et que j'aimerais un jour gagner Roland Garros, du coup, je regarde Roland Garros tous les ans à la télé, quoi. Bon, qu'est-ce qui va devenir mon projet? Globalement, là, si je mets rien dans la sphère de la conviction, si je passe pas à l'action, si je ne m'entraîne pas, hein, si je suis juste passionné de tennis et que je veux gagner Roland Garros, on comprend vite on va tomber dans cette zone ici. C'est la zone du rêve impossible. Si je passe pas à l'action, si je m'entraîne pas dur, je vais pas avancer dans mon projet, quoi. Okay, donc c'est une zone de manque, une zone de fragilité. Donc, principe d'action au quotidien, est-ce que euh, plus mon projet est élevé, plus je cherche à faire du haut niveau dans ma sphère, dans mon activité, hein, qu'elle soit entrepreneuriale, sportive, financière, bon, peu importe. Plus je veux faire du haut niveau, plus chaque jour est entièrement dédié à l'atteinte de la performance. Comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début, attention, la récupération, la régénération, les vacances, ça fait partie de la performance. Sauf qu'il faut que ça soit prévu. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui nourrit ma passion? Comment est-ce que je gère mes erreurs? Parce que c'est une zone aussi, la dimension de la résilience est très très importante dans la gestion de l'échec, la gestion des erreurs. Et en fait, si on a du mal à gérer ça, c'est pour ça que j'ai mis mes échecs m'enfoncent. En fait, je vais être contre-productif, quoi. Je vais un peu ternir peut-être mon estime de moi en cherchant à faire du haut niveau si j'ai pas du tout cette sphère de la conviction qui est active. Donc c'est vraiment une zone de travail, hein, cette sphère de la conviction. Et puis gagner versus réussir. Voilà, si mon seul but c'est de gagner le match du jour J, si je joue le match aujourd'hui en pensant que au tournoi que je veux faire en fin d'année, voilà, il va y avoir des choses à paramétrer là-dedans aussi, à spécifier pour
aussi en position méta, c'est-à-dire pour prendre un peu de recul entre la victoire, la défaite, et en quoi tout ça, ça doit me permettre de réussir et nourrir ma performance, donc être équilibré. Si je prends le deuxième exemple, je suis maintenant passionné de tennis, toujours, je reprends mon exemple, hein, passion autour du tennis, et je m'entraîne un nombre d'heures pas possible, hein, je m'entraîne 10 fois par semaine, je fais de l'entraînement technique, de l'entraînement physique, je fais de l'entraînement mental, je vais à la gym, je mange bien, je dors bien, je fais attention à toute la macro-gestion, enfin voilà, je suis passionné de tennis, je suis un champion du monde de l'entraînement. Mais qu'est-ce qui va devenir mon projet, hein? Eh ben, c'est la problématique de la motivation et des stratégies d'objectifs. Si je suis passionné de tennis, que je m'entraîne tous les jours, mais que je ne me mets pas d'objectif, que je n'ai pas une ambition, quelque chose à atteindre, eh ben, je vais tomber dans cette zone-là, cette zone de fragilité que j'ai nommée flou-flou. Alors pour les matheux, j'ai mis la petite équation, hein, 1 sur 2 décisions égale bordel au carré. Je fais pas, je fais pas, et le temps que je me pose la question, j'ai pas agi. Tout objectif fou se transforme inévitablement en connerie très précise, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un projet durable dans le temps et une performance équilibrée, il faut spécifier clairement ses objectifs. Donc là, on est vraiment dans la définition des objectifs. Alors, ils peuvent être moyen terme, court terme, très court terme. Ils peuvent être du jour, de la session d'entraînement. Voilà. Plus je sais très précisément ce que je fais à l'instant T, plus j'ai de chances de le faire avec conviction et nourrir ma passion. C'est aussi la question de la persévérance, de la patience, et puis de savoir bien programmer son entraînement en fonction de sa singularité, des besoins aussi, des périodes, enfin bon, voilà. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, tous ces éléments-là, quand ils ne sont pas clairs, je vais tomber dans cette zone de flou-flou. Là, je travaille en ce moment j'ai un client justement qui souhaite qu'on précise justement comment est-ce qu'il va s'organiser, quoi. Pour lui, c'est très très important de mieux s'organiser. Il a conscience qu'en fait, il a des problématiques dans le fait de programmer à son entraînement. Il a des objectifs, il voit les périodes, il sait à peu près planifier, mais il ne sait pas par quel bout attaquer tous les jours. Donc il fait un petit peu de tout tous les jours, et puis peut-être que finalement, ben, ça ne lui permet pas d'avancer assez vite, ou en tout cas, ça met un peu de trouble. Donc voilà, c'est des questions qui sont importantes à aborder pour nourrir la performance. Voilà. Dernière sphère de la fragilité, dernière zone de fragilité, pardon. Comme on a dit tout à l'heure, hein, je veux gagner Roland Garros. C'est mon objectif de l'année, admettons. Et je suis convaincu et je m'entraîne bien et je suis capable de faire tout ce qu'il faut. Sauf que le matin, en me levant du lit, en fait, je me dis, j'aime plus le tennis. Ça n'a pas de sens pour moi d'aller m'entraîner aujourd'hui. Du coup, on tombe dans cette zone de manque. Quand il n'y a plus de plaisir, plus d'élan vital, que c'est plus connecté à nos valeurs, nos croyances, ou qu'elles ont changé, ou qu'elles sont en train de changer, que nos orientations de vie, des momentum qui peuvent être différents, je pense aux sportifs qui se reconvertissent. Je vais souvent tomber dans cette zone qui est la zone de la panne d'essence. Alors c'est un petit jeu de mots, parce qu'effectivement, quand il n'y a plus de plaisir, il n'y a souvent plus de quoi nourrir le moteur, donc il n'y a plus d'essence pour nourrir le moteur, mais c'est la question du sens qui est liée à nos valeurs, à nos croyances, la vision d'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui et en quoi ça nourrit mon plaisir, en quoi c'est connecté à ce que j'ai envie de faire. Et si cette dimension-là, elle est fondamentale, hein, c'est quand il n'y a plus de plaisir, c'est compliqué d'avancer. On va mettre en place, on va s'auto-saboter, quoi. Globalement, on va trouver des stratégies de sabotage, d'auto-sabotage. On va procrastiner, on va plus faire grand-chose. Et voilà.
Ah, ça peut être aussi quelque chose qui est pernicieux. Des fois, la relation aux valeurs, je vois souvent, notamment des joueurs de poker avec lesquels je travaille, qui ont conscience que finalement, en jouant au poker, ils ne créent pas de richesse, ils sont pas connectés à la vraie vie, ou voilà, pour la société, le monde. Qu'est-ce que je nourris en jouant au poker, à part moi-même. Et du coup, ça, c'est des points sur lesquels il faut travailler pour justement pouvoir envisager une activité sur le long terme. Il faut que ça ait du sens, ce qu'on fait. Alors des fois, je peux être doué pour quelque chose qui n'a pas forcément de sens, mais du coup, je vais mettre du sens à côté. Je vais trouver un équilibre. Je vais m'investir dans des projets. Je vais commencer à faire des choses qui, elles, ont du sens et qui peuvent être nourries par ce pourquoi je suis doué. Il faut aussi savoir des fois exploiter son potentiel, son talent à bon escient. Voilà. Donc là, je vous ai présenté tout ce modèle, hein, ce pack, ce que j'appelle moi le pack performance, cette méthode. Et du coup, j'espère qu'elle vous permet de voir peut-être vous dans votre activité qu'est-ce qui est en jeu. Alors je disais, hein, 3 façons d'écrire en jeu, alors je ne l'ai pas dit, j'en ai dit 2. E-N-J-E, E-N-J-E-U et E-N, et plus loin, J-E. Euh, Pas oublier que très souvent on cherche à être performant dans des domaines qui sont de l'ordre du jeu. Le sport c'est un jeu, le poker c'est un jeu. Et il n'y a rien de vital euh, quand on se trompe, il n'y a rien de vital quand on fait des erreurs. Voilà, on a le droit d'évoluer dans nos passions et tout ça. Donc, enfin, bon, voilà. Donc, je vous laisse me poser les questions de façon très précise. Moi, j'en ai fini avec ma petite présentation, qui aura fait 40 minutes à peu près. J'ai peut-être été un petit peu vite sur certains points. N'hésitez pas. Je regarde un petit peu s'il y a des questions qui sont arrivées. Alors, qu'est-ce que j'ai Loris, n'hésite pas à m'envoyer les questions. Euh, alors, arrive à mettre tout ce processus et en quoi ça a aidé. Alors, on me pose une question sur quelqu'un de précis que j'ai coaché dans le poker, tout ce processus en place. Ouais, en fait, ce modèle, c'est pas un process qu'il faut appliquer, hein. C'est une méthode qui nous permet de singulariser notre façon de faire de la performance euh, et, de, et de comprendre qu'est-ce qui est justement en jeu, comme on disait tout à l'heure, pour nous, dans chacune de ces sphères. Et comment est-ce qu'on trouve de l'équilibre quand on est dans une démarche ou une quête de performance durable, écologique, quoi, qui va mettre en place des choses qui vont pouvoir durer dans le temps. C'est important de se poser les questions. Je vais peut-être laisser le modèle pour répondre à vos questions. Ça sera peut-être plus simple si vous avez le modèle sous les yeux. Donc, effectivement, c'est des points qu'on a abordés, que j'aborde de toute façon quasiment dans tous mes coachings, hein. En tout cas, coaching dans le temps, ceux avec qui je travaille à l'année. Euh, Parce que justement, ben voilà, on va essayer de créer ces équilibres, de les maintenir dans le temps pour que la performance elle puisse s'inscrire. L'objectif d'un coaching, c'est de rendre la personne autonome et responsable. Et voilà, en tout cas pour la question, la personne qui a posé la question sur Fabrice, Fabrice il continue à produire de la performance et je travaille plus avec lui depuis, enfin en tout cas sur la dimension mentale depuis 1 an. Il travaille avec quelqu'un d'autre, mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est là aussi c'est des dynamiques, c'est des choses qui changent, c'est de l'évolution. Donc voilà. C'est vraiment plus une méthode. Il faut voir ça comme voilà. Comment est-ce que je vais me poser les bonnes questions sur comment moi j'essaie de produire de la performance. J'espère que je suis clair. N'hésitez pas à me dire, à poser les questions. Moi, je suis là pour vous répondre.
Une autre question, quand on est dans une zone de manque, par exemple, où la passion a disparu, est-ce qu'il faut revoir nos ambitions et convictions autour d'une nouvelle passion? Ou y a-t-il des outils pour faire, par exemple, renaître la passion sans tout remettre en question? Ça, c'est une très très bonne question, parce que là, on est dans euh, la conscience de soi, la connaissance, la capacité à prendre du recul sur ce qui nous arrive, sur le fait que nos intérêts, nos valeurs puissent changer, ce qu'on a envie de faire. Je donne un exemple. Moi, j'ai vécu 3 carrières différentes. J'ai été militaire de carrière pendant 15 ans, j'ai été entraîneur pendant une petite dizaine d'années, et puis depuis aussi maintenant une petite dizaine d'années, je suis préparateur mental à temps plein. Je fais ça quand même depuis 15 ans. Mais ouais, en fait, je sais pas si. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avancer dans un domaine, il faut de l'énergie, il faut de l'essence. Donc il y a une question du sens. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que j'allais dire, nos pourcentages, la façon dont notre réservoir d'essence est rempli peut changer. C'est-à-dire que je peux avoir un gros réservoir et avoir pas beaucoup d'essence. Je peux avoir un petit réservoir et avoir beaucoup d'essence. Et du coup, il va falloir se poser la question de la motivation, la taille du moteur. Si j'ai un petit réservoir, mais qui est plein avec un petit moteur, je vais pouvoir mener un projet de façon tranquille, stable. Je vais conduire de façon posée. Et du coup, voilà. Et puis, quand les choses, elles changent, bah, je vais pouvoir mettre des coups d'accélérateur et ainsi de suite. Mais je suis très conscient de ce qui est en jeu pour moi. Donc, euh, de toute façon, quand on n'est plus passionné par quelque chose, forcément, nos ambitions elles changent. En tout cas, ça a plus de sens pour nous de nous mettre des objectifs élevés dans quelque chose qui ne nous plaît plus. On va peut-être bouger les curseurs, se mettre des objectifs moins élevés, se mettre des objectifs peut-être plus de plaisir là où avant on cherchait de la performance. On voit ça très souvent hein, chez les sportifs. Quelqu'un qui était un sportif de haut niveau, il va chercher la performance et le résultat au plus haut niveau quand il est pendant sa carrière. Et puis quand il arrête, il y en a qui arrêtent tout. Et puis il y en a qui continuent leur sport, mais avec une dimension plaisir. Ils vont arrêter la compétition. Certains vont continuer la compétition, mais à niveau amateur. D'autres arrêtent complètement la compétition, mais vont continuer la pratique sportive. Pour des raisons différentes, parce que certains, ça leur amène du plaisir, parce que d'autres, c'est des habitudes qu'ils ont depuis tellement longtemps qu'il y a une forme d'équilibre physiologique, même mental, des fois, dans le simple fait de pratiquer, et qui vont vouloir maintenir cet équilibre-là, en attendant de trouver peut-être une autre passion, autre chose. Donc voilà, ça c'est sûr que les choses elles vont changer quand la passion diminue ou voilà. Alors quand elle a disparu, parce que c'est le sens de la question, c'est difficile de ne pas tout remettre en question quoi. quand, quand elle a disparu, bon voilà, après on va pas jouer sur les mots, il faut se poser des bonnes questions. Euh, et là, il faut des fois aussi pas hésiter à se faire accompagner hein, ou en discuter avec des fois des amis ou des connaissances. Enfin voilà, ça peut aussi être des bons conseils. Euh, voilà. Je laisse. J'ai pas d'autres questions là pour l'instant. Euh, je sais pas. Loris, tu me dis si jamais il n'y a pas d'autres questions. Bah écoutez, euh, voilà, je regarde dans mes petites prises de notes si il n'y avait pas des choses que j'avais oublié de vous dire. Euh, non. Alors, je vais vous parler peut-être un petit peu du coup de pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce format et qui reviendra avec un sujet différent le mois prochain. Premier truc à dire, c'est que le sujet de mois prochain, moi j'ai des idées, mais si vous avez, vous, des questions, des choses que vous aimeriez voir évoquées dans la performance générale ou dans la préparation mentale, ben, vous me le dites sur les réseaux et pourquoi pas, je pourrais changer le sujet. C'est pas arrêté de toute façon. Hop for Lead, bah, du coup, c'est l'association de Cédric, Fabrice et moi.
notre objectif, c'est d'accompagner la performance de façon générale. Moi, je suis focus, bien entendu, sur la prépa mentale, c'est mon métier. Et donc, on a choisi, enfin, en tout cas, c'est moi qui ai choisi pour ce format de la prépa mentale de faire un live Twitch une fois par mois. Vraiment, l'idée, c'est de partager, de se poser des questions, de passer un bon moment. Je suis un peu désolé du coup pour aujourd'hui, enfin, je suis un peu déçu. Et du coup, désolé de ne pas avoir eu le chat en direct, donc ça sera quelque chose auquel on va remédier pour la prochaine fois. Donc voilà, pour le mental, on fera ce live Twitch. Il y aura aussi du coup une communauté Discord qui va être créée avec Up4Lead, dans laquelle bah, quand vous avez suivi ces live Twitch, vous pourrez venir me poser des questions personnelles et je prendrai le temps d'y répondre pour les gens qui ont suivi le live. Voilà, l'idée c'est de partager. Moi, je suis passionné par ces sujets-là et du coup, mon intention c'est de partager ma façon de faire pour qu'elle puisse être critiquée ou pour qu'elle puisse vous aider à avancer dans votre projet. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là, en tout cas parce qu'il me correspond et qui correspond à l'esprit d'Up4Lead. Voilà, les projets en cours de Up4Lead, ben, sans doute un bootcamp en 2025, au mois d'avril. Les bootcamps, on nous pose beaucoup de questions là-dessus, hein, limité à 12 personnes pour faire vraiment de la qualité. C'est 12 personnes en présentiel pendant 5 jours. C'est vraiment la dimension immersive est importante. Et là, voilà, c'est assez puissant, hein. Vous repartez avec une quantité de choses importantes. Et ça vaut largement plus qu'un coaching à l'année, mais en une semaine, donc c'est assez intense. Je vous conseille de vous renseigner là-dessus si vous ne savez pas de quoi je parle. Up4Lead, regardez sur les réseaux de Fabrice Cédric ou de moi même. Vous retrouverez les liens. Vous retrouverez les liens sans problème. Voilà, j'ai fait un petit peu la pub pour Up4Lead. N'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet. C'est gentil, les petits commentaires, merci, c'était intéressant. Si ça vous a intéressé, en tout cas, c'était l'objectif. Moi, j'ai pas d'autre intérêt là que de vous partager toutes mes façons de faire, mais voilà, ma vision de l'accompagnement aussi. Ça sera peut-être des sujets, ça, les outils que j'utilise dans les accompagnements. Voilà. Je vous remercie pour cette première expérience de live et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très vite et au mois prochain. Suivez-nous sur les réseaux et comme ça vous aurez les dates et les sujets qui pourraient vous intéresser. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.